Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir encore. C'est Late et Smart et durant une heure, on va tenter de réfléchir autour des grandes actualités économiques du moment. Nos deux thèmes ce soir, d'abord, ça faisait quelques émissions qu'on n'avait pas parlé sérieusement des États-Unis. On va le faire ce soir, ce sera notre premier débat autour, cette question toujours un petit peu provocante. Est-ce que c'est le début du souci pour Joe Biden? Alors pourquoi? Parce que ça fait quelques jours qu'on se rend compte, on le savait, les spécialistes le savaient, évidemment que les annonces de tous les plans en milliers de milliards n'allaient pas passer comme une lettre à la poste. Le tout premier est passé, mais maintenant c'est dans le dur que les démocrates, que l'exécutif américain arrive au Congrès des États-Unis. On est donc en pleine négo, notamment sur le plan d'infrastructure, le American Jobs Plan. Alors au départ, l'annonce c'était 2200 milliards, et on a bien vu que ça n'allait pas passer. Il y avait l'annonce en face, les moyens de financement, relèvement des impôts, etc. Il y a une envie de dépasser le seul camp démocrate du point de vue de Joe Biden. Donc on essaie de négocier avec les républicains. Pour l'instant, ils sont encore loin d'être tombés sur un terrain d'entente. Joe Biden, il a baissé son ambition de 2200 milliards à 1700, mais les républicains, ils sont en dessous de 1000. Donc voilà, il y a du boulot. Est-ce que c'est le début des soucis, pour pas dire des emmerdes? Ce sera le premier thème ce soir dans l'émission. Et puis dans la deuxième partie, on reviendra chez nous et on commentera en essayant de prendre un petit peu de recul et de se projeter les chiffres de la représentativité syndicale dans le privé. Ils ont été publiés hier par le ministère du Travail en France. Donc c'est des chiffres qui portent sur une période importante de plusieurs années. On verra, on essaiera de se demander ce que ça veut dire. Il y a un sujet, c'est le taux de participation qui est toujours plus faible d'année en année. Alors voilà, est-ce que c'est grave? À qui la faute? Qu'est-ce qu'il faut changer? On essaiera là encore de se poser ce type de questions avec mes invités. Jérémy Guèze, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur associé d'économie et d'affaires internationales à HEC. Merci d'être avec nous ce soir. Arnaud, merci, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Entrepreneur, cofondateur et directeur général de Think Market. C'est dans le conseil en stratégie, conseiller les entreprises. Merci à vous d'être ici. Tout de suite, c'est l'habitude, vous le savez, on démarre par une petite question apéritif. On va parler retraite, pas n'importe laquelle. Retraite donc, en fait non-retraite, et pas, je disais, par n'importe laquelle, celle du président de Publicis, le président du conseil de surveillance de Publicis, Maurice Lévy, le dirigeant historique du groupe mondial de publicité et de communication, qui hier a été, lors de l'Assemblée Générale, très confortablement réélu, donc à la tête du conseil de surveillance. Maurice Lévy qui a 79 ans, qui donc a été renouvelé pour un nouveau mandat de 4 ans, ce qui l'emmènera donc jusqu'à 83 ans. La retraite jamais, point d'exclamation, voilà, c'est froid, moi jamais. Je faisais allusion à un ancien slogan publicitaire bien connu, rien à voir avec le sujet, le clin d'œil malgré tout. Ça pose deux questions, ça pose l'âge des capitaines en général, dans les grands groupes internationaux. Alors c'est encore une fois, c'est les conseils de surveillance, c'est pas le dirigeant opérationnel qui est Arthur Sadoun depuis quelques années, mais bon, quand même, c'est quand même in fine le grand patron. Et puis ça pose la question de la gouvernance, précisément avec ces gouvernances bicéphales, ces directions bicéphales. Alors il y a soit président directeur général, soit président du conseil de surveillance, président du directoire, c'est le cas ici chez Publicis. Dans son interview au Figaro aujourd'hui, Maurice Lévy, alors voilà, Figaro a titré la période difficile derrière nous, là il parle du business qui va, semble-t-il, beaucoup mieux pour l'entreprise. Et puis à propos du renouvellement de son poste, Maurice Lévy, il répond au journaliste du Figaro, on ne change pas une équipe qui gagne. Ça tombe sous le coup du bon sens, si ça se passe bien, il n'y a pas tellement de raisons de changer. Que vous inspire l'un et l'autre, à la fois cette prolongation de mandat à 79 ans, et puis après je vous poserai la question de la gouvernance. Déjà peut-être le sujet de l'âge. Est-ce que c'est un non-sujet tant que tout va bien pour vous, Jérémy? En tous les cas, j'espère à 79 ans avoir la même force intellectuelle que ce grand monsieur. Si c'est une question, tant mieux que ça aille bien, surtout pour un grand groupe français, mais ça pose au moins deux questions. Le premier, c'est que le successeur ou la successeur potentielle de Maurice Lévy, c'est autant d'expérience en moins. Et ça peut poser un problème aux grands groupes où il y a une espèce de pyramide défensive
transformé en quelque sorte. Dans les cabinets d'avocats, on dit par exemple que tout le boulot que faisaient les jeunes avocats, les jeunes juristes au début, désormais n'existe plus puisque c'est l'intelligence artificielle qui le fait, ouais. et que les grands partenaires désormais ont juste besoin de l'intelligence artificielle, mais qui est-ce qui pourra les suivre? Ça me fait penser un peu à ça. La deuxième chose, c'est on ne change pas une équipe qui gagne, bien évidemment que non, mais tout le monde sait, Maurice Lévy le premier, je le soupçonne, que le business bouge énormément et que l'équipe qui a été vainqueur hier ne sera pas celle qui gagnera le match demain. Et ça pose un réel problème, je pense, de diversité, pas au sens moral ou éthique du terme, même si l'argument moral et éthique est important, mais aussi au sens stratégique du terme pour générer des nouvelles idées, surtout dans une industrie aussi créative que la sienne. Est-ce qu'on peut se dire qu'avec autant d'une durabilité dans le mandat, on continuera à réinventer une industrie qui a profondément besoin d'être réinventée comme toutes les autres? L'avenir nous le dira, mais en tous les cas, ça pose des réelles questions, en tout cas en termes de gestion des ressources humaines. Ouais. Quid de cet équilibre évoqué par Jérémy, entre expérience d'un côté et puis capacité à se renouveler, être créatif, à se réinventer. Votre regard là-dessus, Arnaud? C'est évident que sur la capitalisation d'expérience, Maurice Lévy coche toutes les cases. Entreprise exceptionnelle, homme exceptionnel, Publicis, c'est quand même un géant mondial, c'est le numéro 3 dans le domaine des agences de pub, dont le métier a fortement évolué. Et la question, en tout cas moi la remarque que ça m'amène, c'est peut-on ou doit-on se passer de Maurice Lévy? Et quand on regarde un petit peu dans les détails, la réponse est plus aussi évidente que... Actionnaire de Publicis, pas vu là. Du point de vue opérationnel, Oui, dans voilà, l'intérêt de la société. Alors il faut un petit peu, c'est vrai, diminuer le niveau de pression de ce sujet parce que, comme vous l'avez mentionné, un directoire et un conseil de surveillance ne fonctionnent pas pareil, ils n'ont pas les mêmes objectifs. C'est Arthur Sadoun qui, depuis 2017, est au pilotage opérationnel quotidien de la boîte, c'est lui qui sort les résultats. Le rôle du conseil de surveillance est plutôt un rôle d'accompagnement à moyen long terme de tous les axes stratégiques de l'entreprise. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, Maurice Lévy apparaît comme indispensable puisqu'il a été plébiscité. Alors, est-ce qu'il est oui, il est renouvelé, c'était une élection de sénateur, très très confortable, plutôt autour du quasi 90%. Est-ce que c'est par manque de ressources internes pour le suppléer, voire le remplacer? C'est probablement un petit peu des deux. Publicis, c'est pas uniquement une agence de com, c'est aussi une société qui aujourd'hui accompagne la transformation digitale des entreprises, de la connaissance client, de la relation client, des axes qui sont vraiment stratégiques pour le développement des groupes. Il ne faut pas oublier que dans le parcours de Maurice Lévy, il est ingénieur informatique à la base. Et il a fait prendre à Publicis quelques longueurs d'avance par rapport à ses concurrents directs et il l'a aidé à grandir et en faire ce que c'est aujourd'hui. Notamment en croissance externe, effectivement, de groupes très technologiques. Un groupe de 80 000 personnes, de quasiment 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc son rôle en tant que vieux sage, que gardien du temple et de figure tutélaire, elle est clairement au conseil d'administration. Donc 79 ans, est-ce que c'est beaucoup? En tout cas, de surveillance en l'occurrence, mais c'est plus ou moins. Il ne pourra pas encore faire beaucoup de temps dans ce domaine-là. Mais aujourd'hui, ça ne me paraît pas être un bloqueur fondamental, d'autant que Maurice Lévy est tout à fait connu pour détenir le numéro de téléphone portable de tous les patrons de ce que la Terre compte de grands annonceurs mondiaux. Et ça, pour le coup, il pour une continue à les appeler, c'est ce qu'il dit encore dans l'interview dans le Figaro, c'est que là, les gros clients, les gros patrons, les grandes boîtes, ils restent, alors peut-être pas, c'est pas l'interlocuteur pour toutes les campagnes, mais globalement, son téléphone n'est pas éteint. Sur la gouvernance, pour le coup, si on retire la question de l'âge, l'idée, supervision, exécution, c'est-à-dire un schéma bicéphale avec séparer les fonctions vraiment de présidence de direction générale, que ce soit sous la forme conseil de surveillance directoire ou que ce soit sous la forme présidence séparée d'une président non directeur général ou non exécutif séparé d'un directeur général. Il y a un peu tous les schémas. En France, on aime bien tout cumuler. Il y a quand même encore une majorité de PDG si on prend les grosses boîtes, si on prend le CAC 40. Alors, il y a des modes, mais est-ce qu'il y a des règles? Au sens où est-ce qu'il y a une vérité de schéma plus efficace
efficaces que d'autres, selon vous, Jérémy? C'est dur à dire. Ce qui est évident, c'est qu'au moins dans ce mode bicéphale, il y a l'importance finalement de toute l'expérience que le conseil de surveillance peut offrir. Et c'est vrai, il ne faut pas céder au jeunisme sans limite et BA. Et je pense qu'il apporte encore énormément. Enfin, je ne suis pas dans le secret des dieux de Publicis, mais j'imagine qu'il apporte encore énormément à la table. Je pense que c'est aussi une manière, là aussi, je dirais, de garder un bon équilibre au sein d'une entreprise. Et là encore, une équipe qui gagne, l'avenir nous le dira, mais en tous les cas, s'ils ont confiance en cela, c'est vrai que ça apporte pas mal de valeur, j'imagine, en interne. À une taille un petit peu plus réduite que Publicis pour l'instant, Think Market, vous vous êtes organisé comment? Vous imaginez vous organiser comment demain, par exemple, sur ces questions de gouvernance, Arnaud? C'est une excellente question et il y a la forme d'organisation et la forme de gouvernance correspond vraiment au projet d'entreprise, à sa taille, à son niveau de maturité et aux enjeux qu'il y a dans les différentes entreprises. Chez nous, à notre niveau de taille, un petit peu moins d'une centaine de salariés. Clairement, il n'y a pas de directoire, de conseil de surveillance, mais figurez-vous que ça fait partie des réflexions. Puisque s'entourer de personnes plus seniors qui sont de secteurs d'activité différents, qui ont un intérêt particulier au développement de l'entreprise, soit par le système très structuré des jetons de présence, etc., soit par le système simplement du mentoring pour se faire accompagner, pour faire challenger des axes de développement, c'est quelque chose qui sert au quotidien aux dirigeants. Donc, de mon point de vue, ramener à la taille de Publicis un directoire qui regarde au quotidien l'activité économique et qui est chargé de sortir les résultats annuels, et un conseil de surveillance qui est là pour discuter de la feuille de route, pour valider la stratégie de moyens et tous les éléments liés au développement, et qui met aussi sous contrôle des éléments clés de l'entreprise. On a pu voir des polémiques sur les rémunérations. Il y a de plus en plus maintenant d'intégration de ce qu'on appelle le say on pay sur la rémunération des grands dirigeants. C'est un petit peu la jurisprudence Carlos Ghosn. Donc c'est une mécanique à la fois de contrôle pour les grands groupes, mais également d'accompagnement et d'accélération pour la validation de la stratégie. Donc évidemment, ça concerne un petit peu moins les petites entreprises, mais quand on est dirigeant, on ne peut pas avoir toujours la tête dans le guidon. On a besoin aussi de regarder à des horizons un petit peu plus moyen terme, et pour ça être accompagné est une chose qui est très positive. Donc plutôt favorable. On en reste là. Un autre septuagénaire plutôt un petit peu avancé, qui est encore très largement bon pied, bon oeil et un gros job. Donc il y avait Maurice Lévy, il y a également Joe Biden. On va en parler tout de suite. On en a beaucoup parlé d'une part d'abord des 100 premiers jours de Joe Biden. On avait consacré dans l'émission quasiment une semaine complète à évoquer un pré-bilan de Joe Biden. Et d'ores et déjà, il y avait à l'époque, c'était il y a quelques semaines, beaucoup de choses à dire tellement les annonces avaient été nombreuses, notamment les enchaînements des plans extrêmement ambitieux, des plans de relance sous différentes formes ou d'investissement, j'allais dire infrastructure, parce qu'un des plans, c'était précisément, c'est celui par lequel on va commencer, c'était le plan appelé autour des infrastructures. Alors son nom marketing, c'était American Jobs Plan, parce qu'effectivement c'est plus vendeur de dire aux futurs électeurs, aux Américains, qu'on parle d'emploi, de leurs emplois, quand on parle d'infrastructures et d'investissement. Alors si on rappelle, il y a eu un premier plan de relance, effectivement, voté facilement, très largement après l'élection de Joe Biden. Ça s'est passé assez facilement au Congrès, malgré l'ambition. On était déjà sur des niveaux très très élevés. Ensuite, il y a eu une annonce de ce fameux Jobs Plan, 2200 milliards de dollars. Et ensuite, il y a eu le American Families Plan, qui était plus dans les questions sociales, quasiment autant, quasiment également encore, pas loin de 2000 milliards. Et puis, une fois qu'on a fait les annonces, il faut passer au concret. Puis, c'est quand même une démocratie, un congrès qui est important. Il faut quoi? Il faut négocier, parce que les démocrates sont majoritaires, mais ce n'est pas une majorité absolument colossale. Et puis, il faut aller vite, parce que globalement, aux États-Unis, il y a des élections tous les 2 ans. Alors, le 2200 milliards, déjà, première étape, il y a quelques jours, la Maison-Blanche a regardé, rabote son plan d'infrastructure, écrivait le quotidien économique L'Écho, quotidien belge, mais bon, c'est la même idée. Première, rabote, on est passé de 2200 milliards à 1700 milliards il y a quelques jours, dans la proposition, quand même colossale en termes de... Ça reste des chiffres très importants, mais enfin, juste 500 milliards en moins. Et puis, c'est pas suffisant. Maintenant, les Républicains sont dans la contre-proposition.
Ça c'est tout chaud. CNBC nous disait, voilà, ils s'apprêtent à faire leur contre-offre cette semaine avec près de 1 trillion, c'est-à-dire 1000 milliards de dollars. Aujourd'hui, on a le chiffre, hein, c'est autour de 950, quelque chose comme 928, ça. Ouais. Un petit peu en dessous, 928. Donc on a, voilà, la négo, manifestement, elle n'est pas terminée. On a d'un côté une offre à 928 et de l'autre côté une proposition à 1700. On est quand même encore du simple au double. Au-delà des chiffres, que veut dire pour vous, Jérémy, cette bataille? Alors on n'est pas dans une négo immobilière pour une maison, hein, on est quand même, c'est l'avenir des États-Unis. En même temps, on voit que est-ce qu'il faut s'inquiéter de voir l'abîme qu'il y a entre les deux camps sur les chiffres, hein, déjà, ou est-ce qu'on est dans le jeu, vous diriez quasiment habituel? Pendant toute la campagne, hein, Joe Biden, il a dit laissez-moi faire, moi je connais le Congrès, j'y ai passé 40 ans. Le bipartisanship, c'est mon truc. Moi je sais faire se rapprocher les positions. Elles ne sont pas encore toutes proches. Est-ce qu'on est dans le jeu normal selon vous? Oui, je le pense vraiment. Surtout que, pour moi, l'anomalie, c'est qu'il a été capable de passer son premier plan de 1900 milliards, exactement le même montant qu'il avait annoncé pendant la campagne. Ça s'est fait très vite, ça très s'est fait facilement. Très vite, ouais. Et c'était ça l'anomalie. Ça, c'était l'échec, hein, notamment l'échec de $1400 pour tous les foyers jusqu'à $80 000. Ouais. Et là, dans ce jeu-là de va-et-vient, on est dans la normalité politique américaine. Donc, effectivement, il doit négocier avec les républicains, mais il doit aussi négocier avec les centristes démocrates, dont notamment Joe Manchin de la Virginie, Kristen Sinema de l'Arizona, 2 États qui sont extrêmement républicains et qui ont donc ces 2 sénateurs démocrates et qui prêtent effectivement attention à leur électorat. Je pense aussi qu'il n'y a rien d'étonnant là-dessus parce que c'est dans l'intérêt des républicains et des démocrates de trouver un accord sur l'infrastructure. On le sait, depuis Obama, l'infrastructure, c'est le plus petit dénominateur commun entre ces 2 partis qui ne se ressemblent plus et qu'en réalité, ce qu'on est en train de voir se jouer ici, c'est un débat sur la définition même de l'infrastructure. L'infrastructure, hier, pour nous tous, ça voulait dire les routes, les ponts et les aéroports. Alors, il y a un peu de ça dans l'enveloppe, mais il y a beaucoup plus. Et l'argument aujourd'hui, effectivement, de la Maison-Blanche, c'est de dire impossible de parler de ça sans parler finalement de tout l'écosystème dans lequel la croissance peut avoir lieu, sans parler, par exemple, de la garde d'enfants. Comment est-ce qu'on arrive finalement à permettre aux femmes de retourner au travail si la garde d'enfants est insuffisante? Comment est-ce qu'on arrive à construire un capital humain si on n'investit pas dedans? Alors, c'est assez intéressant, vous l'avez dit il y a un instant, on est en train de parier finalement sur l'avenir des États-Unis, on est en train de parler de l'avenir des États-Unis, et je pense que c'est un très bon résumé de ce qui est en train de se jouer, parce que dans l'orthodoxie économique, après une crise, on se serait demandé finalement comment est-ce qu'on arrive à rétablir l'équilibre, pour parler en jargon économique. Là, ce qui est assez intéressant quand on écoute les supporters et quand on écoute les conseillers de Joe Biden, ce n'est plus rétablir l'équilibre pré-crise, mais c'est d'essayer finalement d'atteindre un équilibre encore meilleur. Et donc, c'est cette idée de dire il va falloir retransformer l'Amérique, et donc on est dans ce moment... C'est très politique, c'est plus qu'économique d'ailleurs. C'est un plan, travail, l'objectif, on est dans la politique. Là, il y a des chiffres qui sont très élevés, c'est évidemment de l'économie, mais le message, il est politique. Le message est politique, mais je pense qu'il ne faut pas négliger aussi la mini-révolution de pensée économique qu'il y a derrière. C'est-à-dire que l'État est de retour et il est capable, en temps d'incertitude extrême, et c'est bien le concept qui caractérise cette époque, l'État est capable finalement de lever l'incertitude, d'encourager, de donner les bonnes incitations aux acteurs et de pousser le pays finalement vers un équilibre bien supérieur, tout cela étant entendu dans un contexte géopolitique bien tendu face à la Chine. Quel regard vous portez là-dessus, Arnaud, sachant, par exemple, voilà, j'annonce 2200, finalement ce sera 1700, puis on va peut-être toper à 1002, j'en sais rien, enfin je dis... Ça paraît, en parlant en centaines de milliards de dollars. Alors certes, c'est sur ce plan-là, il est sur 8 ans, hein, je crois. Donc c'est pas... Mais bon, quand même, quoi. C'est-à-dire que soit on aurait pu se parler avant, est-ce que c'est de la com, et puis il y a cette idée de négo qui n'est pas du tout familière, hein, à nous Français, parce qu'en général, quand le gouvernement décide, il a en général une majorité, et puis voilà, ça passe. Il y a des petites
petites négos sur des micro-trucs, mais pas du tout sur des choses majeures. Clairement, le Parlement compte vraiment aux États-Unis. C'est le premier constat. D'un point de vue d'observateur, moi, les montants me semblent faramineux. On parle à coût de 10% d'enveloppe qui représente quasiment 10% du PIB américain. Alors on en met une à l'élection de Joe Biden, on en remet une deuxième. Qu'à un moment donné, ça discute, que ça coupe la poire en deux, ça me semble un petit peu normal. Et que sur des plans comme ça, on discute de la précision d'une définition de la notion d'infrastructure également. Parce que ce qui est en filigrane, c'est que il ne me semble pas que les parlementaires se préoccupent de la soutenabilité de la dette, parce que l'argent est gratuit, mais il y a peut-être quelque chose d'autre derrière, c'est que Joe Biden a été élu sur une promesse sociale, de rétablissement de l'Obamacare, d'un programme keynésien massif de relance de dépenses publiques, d'augmentation des impôts, d'égalité, d'inclusion, etc. Et il me semble que pour la première fois sur cette élection, on a des marqueurs politiques au sens gauche-droite, tels qu'on les perçoit mieux chez nous en France, entre les républicains et les démocrates qui se sont beaucoup affirmés. Or, l'élection de Biden, qui est incontestable, elle est très fortement liée à un phénomène de rejet de la personne de Donald Trump et peut-être un petit peu moins à l'adhésion à toutes les dimensions politiques, économiques et sociales de son programme. C'est la raison peut-être pour laquelle, au niveau du Parlement, ça grince un petit peu et que très certainement, les parlementaires républicains se saisissent de cette opportunité-là parce que ce qu'il y a derrière ce plan, c'est un vrai choix de société avec des choix politiques de dépenses publiques, d'augmentation des impôts. Et donc, on agite un petit peu tous les chiffons rouges qui, en général, font sortir les libéraux de leur gond. Et derrière ce jeu normal de discussion, l'écart entre les propositions les plus hautes et les plus basses me semble vraiment symptomatique de ce phénomène-là d'affrontement. Et bonne chance pour les élections intermédiaires de midterm à venir. C'est pas gagné. Donc, est-ce que c'est le début des soucis pour Joe Biden? Je pense que le début des soucis pour lui, c'était dès le premier jour de son élection, parce que techniquement, il n'a pas beaucoup de temps devant lui. Et puis il n'a pas de conseil de surveillance au-dessus. Vous si, enfin, en tout cas de façon un petit peu différente. À propos de chiffon rouge, d'affrontement, qu'est-ce qu'ils reprochent les Républicains à ce plan? Est-ce que c'est la partie dépenses? Est-ce que c'est parce qu'il y a des parties recettes en face fiscales La partie dépenses, je pense qu'il ne serait pas très crédible en tous les cas de vraiment tout mettre leur argument là-dessus. Notamment parce que quand on vient de voir 4 ans de Donald Trump et avant ça, quand on a vu 8 ans de George Bush, cette idée de dire que les républicains font attention à la dépense publique et attention à la dette est fausse. Donc ça, je pense. Effectivement, l'idée, je pense que c'est moins... Ils ne peuvent pas se prétendre vertueux d'un point de vue de rigueur budgétaire. Hein, c'est ce que, voilà, Ils peuvent se prétendre, je pense, plus rigoureux sur le dogme de cette idée que l'État ne devrait pas jouer ce rôle. Voilà. Ça, je pense que c'est le premier reproche. Ça reste très fort quand même dans le cœur républicain des États-Unis. Absolument. Ouais. Et même parmi les amis républicains les plus modérés, les plus anti-Trump, ça horripile, ça les horripile cette idée-là. Ce qui est frappant aussi, et on le retrouve d'ailleurs dans cette définition. C'est l'État qui dépense, c'est le socialisme, hein, toujours, enfin, de façon voilà, entre guillemets, et c'est voilà, je suis caricatural, mais le terme est employé. Non, quoi, absolument. Comme on dit aux États-Unis, le socialisme, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait qu'on n'aime pas ça. Oui. Donc au moins le débat est clair. Et comme vous l'avez dit, effectivement, il y a tout ce débat sur la nature même de ce qu'est l'infrastructure et qu'est-ce qu'on y inclut aujourd'hui. Et est-ce que finalement, cette idée de dire que l'État doit être le super nounou en quelque sorte, d'essayer de commencer à penser à comment est-ce qu'on élève les enfants, les modes de garde et tout ça, ça aussi, ça fait partie, c'est véritablement un débat idéologique. Et je pense que la fracture, elle a effectivement lieu là. Je pense que pour les Républicains, il y a un véritable problème. Déjà un problème entre eux. Sur le plan politique, on est en train de le voir. C'est 2022, je n'aime pas trop les prévisions, mais ça, je en ferai une. J'imagine que beaucoup de candidats républicains vont avoir du mal à se faire élire, ne serait-ce que pendant les primaires pour les midterms, sans l'onction du grand chef de Mar-a-Lago, à savoir Donald Trump. Il y a une frange du Parti républicain. Mar-a-Lago, sa résidence en Floride. Hein, absolument, son fief. Je pense qu'une partie du Parti républicain est complètement abasourdie par cela. On l'a vu avec la fille de Dick Cheney, qui a été exclue parce qu'effectivement, elle avait osé voter contre
pour l'impeachment. Absolument, et parallèlement, tout le débat qu'il y a eu sur la commission d'enquête sur les événements du 6 janvier au Congrès. C'était exactement le même type. Donc ils ont déjà un problème avec eux-mêmes sur le problème de redéfinition. Tout le paradoxe, c'est qu'ils ont un chef extrêmement fort et que c'est pour l'instant le parti de Donald Trump, finalement le parti d'opposition. Et donc finalement, le deuxième problème, c'est sur le contenu. Quand on est républicain aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à dire sur la situation actuelle du pays ? À part sur la légitimité de Joe Biden, sauf que je pense que ça y est, ce bateau est parti et qu'il convaincra que les gens déjà convaincus, à part sur comment est-ce qu'on arrive à construire la prospérité du pays. Et Joe Biden aujourd'hui bénéficie, je pense, d'une crédibilité assez importante au vu de sa cote de popularité. Donc je pense que le problème aujourd'hui des républicains... extravagante, qui est meilleure que Trump à la même date, mais on est toujours très très divisé quand on regarde les chiffres. Mais quand il n'est pas à 60%, non. Il est à un peu plus de 50, mais quand on parle d'un contexte dans lequel un tiers du pays reste encore convaincu qu'il n'a pas été élu légitimement, c'est pas mal. C'est pas mal. Et cette idée, finalement, il ne s'en cache plus de dire je vais transformer le pays. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir des classes moyennes. Et l'avenir des classes moyennes, c'est quelque chose de très très clair pour les Américains. Les républicains ont peu de choses à opposer à cela. Il y avait eu un article paru dans The Atlantic, le mensuel en décembre dernier, qui a utilisé une très belle métaphore, très anecdotique mais très belle, en vous disant, vous vous souvenez tous de Homer Simpson, ce personnage de dessin animé. Il avait 2 voitures. Il avait un travail, il avait une maison, il avait une famille et il pouvait partir en vacances régulièrement. Et c'était pour nous, dans notre imaginaire... Pas n'importe quel travail, puisqu'il travaille dans une centrale nucléaire. Plus. Donc probablement plutôt bien payé. On ne parlait pas d'un employé de McDonald's. C'était l'archétype même de la classe moyenne. Aujourd'hui, la classe moyenne, elle a du mal à travailler, elle a parfois du mal à acheter une maison. 2 voitures, ça relève de la science-fiction. Et même élever une famille pour cette nouvelle génération, ça relève de la science-fiction aussi. Donc finalement, cette vie telle qu'on l'avait imaginée pour la classe moyenne, elle devient de plus en plus difficile à atteindre. Et je pense que c'est là-dessus que Joe Biden s'est dit, en renforçant leur prospérité, on réussira à réconcilier le pays parce que le plus petit dénominateur commun, c'est devenu dans ce pays la prospérité économique. Le dogme, ça va être très très difficile de réconcilier ces 2 Amériques. Rapidement, d'un point de vue purement institutionnel, il est obligé de faire une alliance avec les Républicains, parce qu'ils ont quand même la majorité plus 1 avec la voix de la vice-présidente au Sénat, une petite majorité d'une quinzaine de voix chez les représentants, je crois, de mémoire, enfin 15-20, je ne sais plus. Il pourrait passer en force, le président américain, ou est-ce que c'est un choix d'essayer d'emmener avec lui quand même quelques républicains pour montrer qu'il est ouvert et qu'il est le président de tous les Américains, ou est-ce qu'il est contraint de trouver un terrain d'entente avec les républicains, en tout cas à la Chambre des représentants et au Sénat? Alors, 3 éléments très rapides. Oui, c'est une marque de fabrique, se montrer bipartisan. Deuxièmement, gare à cette idée de vouloir passer en force, parce que même si les chiffres disent qu'ils pourraient potentiellement passer en force, Joe Manchin encore et Kristen Sinema, donc Virginie et Arizona, ont dit très clairement qu'ils voulaient des républicains dans le lot. Donc déjà, ça, c'est 2 noms d'élus démocrates, vous nous le rappelez. 2 noms de démocrates, donc là, effectivement, de sénateurs. Qui sont censés être dans la majorité, absolument. C'est pas pour autant qu'ils sont des bénis oui-oui. Exactement, et qui risqueraient de mettre en cause tout accord. Et la troisième chose aussi, alors là c'est une question extrêmement technique, c'est un bras de fer qui a lieu au sein même du Congrès, les démocrates ont demandé finalement au secrétaire général du Congrès, est-ce que nous avons le droit d'utiliser le même mécanisme par lequel on est passé avec les 1900 milliards de dollars, le premier plan de relance, par ce processus de réconciliation. Et il y a un véritable débat juridique. En plus, ils savent pas. Voilà, exactement, sur les règles et le fonctionnement du Congrès. Mais même politiquement, ça me semble, pour répondre à votre question, très compliqué de passer en force à ce stade. Vous nous disiez, Arnaud, tout à l'heure, alors on voit que le Congrès, le Parlement américain a plus de poids que chez nous. C'est pas pour autant simple. On se demande où est l'efficacité, non ? Alors, on ne va pas transposer ce qui se passe aux États-Unis en France, parce que sinon on n'en terminera pas sur la notion d'efficacité. Mais au-delà de cette notion-là de dépenses, il y a également un point de clivage que j'ai noté, c'est le financement. C'est les recettes, c'est les impôts, bien sûr. On ne finance pas tout par la dette. Il y a quand même un prisme majeur. Biden en propose. Chez nous, oui, absolument. Là, Biden. À partir du moment où il n'y a pas de hausse d'impôts et qu'on fait des relances, c'est que c'est la dette. On crée de la dette. Là, Biden propose d'augmenter les impôts
impôts sur les entreprises. Trump les avait baissés c'était 35 à 21. Ils veulent remonter à 28. On sait que ça ne topera pas à 28. Ça va baisser peut-être à 25. Voilà. Enfin, on est là aussi dans le cœur de la négo. Ça met d'accord personne, mais du coup, ça amplifie ces discussions et ces tractations. Et évidemment, on arrivera à un accord au bout. C'est le but du système parlementaire que d'y arriver. On parle essentiellement d'économie. On vient de discourir longuement sur la dimension politique. C'est bien le rôle d'un Parlement que de formaliser sa vision de la société et de mener à bien des projets, de les financer dans un sens ou dans l'autre. Moi, ce que ça m'appelle comme commentaire, c'est que effectivement, dans la comparabilité de la France et de l'Amérique, qui n'a rien à voir sur le plan politique, on a vu quand même beaucoup d'élus plutôt marqués à gauche en France se réjouir de l'arrivée de Biden et tout récemment faire des grands hurrahs auprès d'un président qui propose des hausses d'impôts, un taux minimal d'impôt pour les entreprises, les grandes entreprises qui a été fixé à 21% au lieu de 10,5% pour éviter ces phénomènes d'évasion fiscale, on va dire. Nos observateurs n'ont pas relevé le fait que quand bien même la fiscalité augmente aux États-Unis, elle est bien plus favorable qu'en France et que nos marges de manœuvre à nous sont complètement annihilées par le niveau global de prélèvement obligatoire. On ne parle pas du même niveau, effectivement. Donc là. C'est très difficile de comparer et quand on compare, on se trompe en général. Alors, il y a un sujet de comparaison. Effectivement, on a l'impression, c'est que ce n'était pas des sujets dont on avait l'habitude, en tout cas, d'entendre parler dans l'actualité américaine. C'était plutôt des sujets dont on entend parler chez nous régulièrement. La réforme de l'assurance chômage, on sait que c'est une arlésienne et ça va revenir. Enfin, d'ailleurs, elle est contestée, elle est plus ou moins en cours, elle est très contestée. On sait que ça va revenir dans le débat. La question des allocations chômage nous rappelait les Échos l'autre jour aussi. Alors, disait enflamme les États-Unis, c'est un peu le même débat, mais pas tout à fait, parce que c'est pas dans le cadre d'un plan de relance spécifique. Les derniers chiffres du chômage de l'emploi ont été jugés un petit peu décevants en avril, et du coup, voilà, les Républicains expliquent que c'est parce que même si elles sont moins généreuses que chez nous, elles seraient quand même trop généreuses, ces allocations au chômage. Elles existent, c'est pas zéro. Beaucoup de contraintes certainement et c'est plus court que chez nous et puis c'est moins élevé, mais elles existent, ces allocations chômage. Les Républicains disent elles sont trop généreuses, du coup les chômeurs, parce que le discours entendu chez nous, les chômeurs ne cherchent plus de travail et donc il y a un décalage entre la reprise économique qui est très forte et ça ne suit pas sur le marché de l'emploi. C'est la faute aux allocations chômage. Est-ce que on est dans la posture idéologique là encore, ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose d'un peu nouveau et d'intéressant dans ce débat-là aux États-Unis? En tout cas, il y a la formulation d'une hypothèse que moi je trouve très intéressante. Oui. Et là, les prochaines semaines, les prochains mois vont être une expérience naturelle assez intéressante aux États-Unis. La version républicaine, vous venez de la résumer parfaitement. Effectivement, cette idée de dire pas d'incitation à aller travailler, le Montana a mis une prime à l'emploi de $1,200, en Arizona $2,000 pour essayer effectivement de pousser les gens. Aujourd'hui, on en est à 22 ou 24 États républicains effectivement qui voudraient repousser les gens. L'argument de la maison, vers le travail. Oui, les repousser, pardon, les repousser vers le marché du travail, absolument. L'argument de la Maison Blanche n'est pas inintéressant non plus. Ils leur disent, il y a deux problèmes. Le premier, il y a quand même une prime de risque. Retourner travailler aux États-Unis, il y a un certain nombre de travailleurs, et je les comprends, qui se demandent est-ce que d'un point de vue sanitaire, c'est sûr. Et la Maison-Blanche accuse un certain nombre d'entreprises de dire vous ne proposez pas des salaires suffisamment élevés. Et ça, économiquement, c'est extrêmement intéressant pour voir qu'est-ce qui va se passer dans ce bras de fer, parce qu'il y a de la recherche économique qui a souvent montré. Il y a des grandes chaînes qui ont augmenté leur salaire minimum spontanément pour cette raison-là. Oui, et puis la recherche économique a aussi montré qu'un certain nombre de fonctionnements du marché du travail montrent que finalement les entreprises ont quand même une marge de manœuvre sur le salaire et que parfois ce n'est pas aussi le marché aussi concurrentiel qu'on voudrait le croire. Et le deuxième argument de la Maison-Blanche, c'est de dire on a aussi un problème du point de vue, encore une fois, de la garde d'enfants, d'où la justification du plan d'argument. Dans ce bras de fer, c'est extrêmement intéressant parce que si les Républicains ont raison, le redémarrage va avoir lieu extrêmement rapidement, ce qui voudrait dire que Joe Biden a réussi à éteindre l'incendie et donc maintenant c'est plutôt dans un mode d'architecture, comment est-ce qu'on arrive à reconstruire l'économie de demain. Si la Maison-Blanche a réussi et que les Républicains échouent, ça voudrait dire que les flammes ne sont pas tout à fait encore éteintes, qu'il y a un certain nombre de questions encore ouvertes dans la capacité de cette économie américaine de rebondir. Et là, dans ce bras de fer, je pense...
Notamment ça avec l'emploi, hein, effectivement, Absolument. parce que les chiffres de PIB, etc., ils sont semble-t-il, jusqu'à présent Oui. enviables, on va dire. Mais rebondir sur l'emploi, c'est aussi important quand on parle... Ceci concerne les gens. Oui, et d'une partie qui s'est pris la crise de plein fouet et qui risque d'être laissée sur le bas-côté de la route si la reprise a lieu. Et donc, voilà, dans ce bras de fer, en tous les cas, je ne sais pas qui a raison ou qui a tort, mais je pense que ça comment dirais-je, clarifie assez bien les termes du débat actuel économique. Arnaud, est-ce que l'entrepreneur que vous êtes, il est surpris, ou il a été surpris déjà, d'abord, est-ce qu'il peut imaginer un chômeur qui préfère rester chômeur, enfin bref, soit parce que finalement c'est pas si inconfortable, soit parce qu'il y a des sujets sanitaires, là pour le coup, qui sont un peu d'actualité. Et deux, est-ce qu'il est surpris d'imaginer qu'il y avait ce débat-là sur une assurance chômage, des allocations chômage trop importantes aux États-Unis, alors que dans l'image d'Épinal, on a l'État-providence, l'État protecteur. C'est de ce côté-ci de l'Atlantique, particulièrement chez nous. Là-bas, c'est la jungle, droit à rien. Manifestement, on voit que ce n'est pas le cas. La question est délicate. Le prisme français d'abord. Sur le plan économique, le phénomène existe. Plus on est indemnisé, plus ça crée des effets pervers sur l'emploi. Ouais. Tout le monde le dit. Et en France, on a en plus la mécanique des trappes à chômage où, à partir de tel niveau, l'exigence du salaire minimum et le taux de remplacement très élevé des revenus du non-travail, il y a plutôt une prime à l'oisiveté qu'au retour à l'emploi. Alors le discours peut paraître, voilà, dans certains cas, c'est pas, voilà, je reprends les termes de la littérature, mais factuellement c'est vrai. Et j'ai tout un tas de collègues entrepreneurs qui emploient dans les services à la personne, par exemple, des gens faiblement rémunérés, qui voient des salariés partir, qui se font indemniser, qui touchent un petit peu d'argent au black en faisant des ménages, ça existe. Et il y a vraiment un phénomène d'éviction de masse de travail, du marché officiel du travail. Donc ça, c'est un vrai paramètre. Que doit-on faire pour ça? Est-ce qu'on doit casser le salaire minimum, les heures minimum? Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et après, c'est un petit peu compliqué parce qu'on rentre dans la dimension sociale. C'est là que l'exemple américain que Jérémy a parfaitement décrit et analysé est très intéressant parce que il y a des taux de remplacement de revenus qui sont globalement moins généreux que ce qu'on peut connaître. Et il me semble, moi, que ce sera intéressant de regarder dans quelques mois comment ça va se passer, parce qu'on est clairement au niveau de quelque chose de frictionnel. On sort à peine de la crise. Les États-Unis sont en avance par rapport à beaucoup d'autres pays sur la vaccination, mais c'est tout neuf. Ils ont quand même beaucoup souffert, et il y a quand même encore, je pense, beaucoup de problèmes organisationnels sur la reprise de l'activité. Maintenant, factuellement, que disent les quelques chiffres qui sont sortis? Globalement, le déficit de création d'emplois sur 2 mois serait de quasiment 1 million de postes, et il y a beaucoup d'entreprises qui ne trouvent pas de main-d'œuvre, d'où le phénomène aussi d'attractivité, de monter un petit peu les salaires. Et la tentation des États, c'est d'écouter leurs entreprises, les entrepreneurs, c'est avant tout voilà, des bassins économiques qui fabriquent l'emploi. Voilà, qui fabriquent l'emploi, et idéologiquement de dire, non, vous voyez, on a mis en place des aides, et pour la première fois depuis très longtemps, on a un problème pour faire revenir les gens au travail, enlevant les aides, ça va les faire revenir. Dans la réalité, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a probablement des gens qui vont changer de métier, qui se sont déplacés, et j'ai du mal, moi, à me positionner, dire est-ce qu'il faut couper complètement les aides ou au contraire les maintenir. Mais force est de constater que instinctivement, quand on a installé ça, on a fondamentalement changé le modèle américain, changé les réflexes par rapport au non-travail. Et si on existe socialement aussi par son travail, il y a probablement toute une part de la population qui pour l'instant n'est pas encore prête, qui a trop peur, ou peut-être qui est dans un, j'ai peine à y croire, mais dans un certain confort qui l'empêche de revenir là comme ça tout de suite dans le monde du travail. Mais compte tenu des racines fondamentales de la société américaine, j'ai aucun doute sur le fait que tout ça va rentrer dans l'ordre très, très rapidement. Donc pour moi, c'est un épiphénomène. Ce qui est marrant, c'est qu'on parle de sujets effectivement typiquement dont on parle chez nous, y compris l'inadéquation de l'offre de travail par rapport à la demande de travail. C'est un espèce de classique chez nous. On parle de formation, etc. Maintenant, on commence à en parler aux États-Unis. C'était pas trop le cas avant. Avant, il y avait l'économie fonctionnait. Voilà, il y avait les emplois qui allaient avec, et puis le chômage qui baissait. C'était simple. Ça allait un petit peu moins. Vous nous dites c'est temporaire. À suivre. On était dans le social. On va rester dans le social. On va revenir en France. On va s'intéresser à la représentativité, notamment des syndicats. Restez avec nous parce que d'ici là, il y a une toute petite pause. À tout de suite.
Merci de rester fidèle à l'émission. C'est le retour de Late & Smart. On va parler des syndicats dans cette seconde partie de l'émission. Pourquoi les syndicats ne séduisent plus? Ce que j'ai écrit voilà, en bas de l'écran, c'est le thème général. On en parle parce que le ministère du Travail en France a publié hier des chiffres qui, pour le coup, ne sont pas publiés tous les ans. Hein. C'est des chiffres qui portent sur une période de cycle d'élection, de représentativité syndicale. Et ce cycle, il est 2017-2020. Je résume, les élections au comité d'entreprise, par exemple, maintenant c'est le comité économique et social dans les boîtes, et c'est évidemment pas le même jour, la même semaine comme une élection politique. Et donc on agrège, le ministère agrège sur 4 années, un cycle de 4 ans, et avec des résultats. Donc on a regardé ce papier des Échos ce matin, c'est comme une élection. Hein. La CFDT reste en tête dans le privé, la CGT recule encore, sauf que, encore une fois, on parle d'un agrégat de 4 années d'élection dans les entreprises. Là, on parle du secteur privé. Alors, il y a des scores. Globalement, les places des uns et les autres sont inchangées. Lors du cycle précédent, ça avait fait beaucoup parler et écrire. La CFDT était passée devant la CGT, donc elle reste devant. CFDT dans ce tableau 26,8%, CGT 22,96, on va dire 23. Force ouvrière 15,2, CFE-CGC 11,9, CFTC 9,5. Et après, on est en dessous de 8. 8, c'est le seuil au-delà duquel les syndicats sont jugés représentatifs. Ce qui est intéressant au-delà de ces chiffres, c'est que tout le monde baisse en fait en nombre de voix. Parce que la participation continue, cette espèce de lent mouvement à la baisse. La faute à qui? Qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'il faut s'en réjouir ou le déplorer? Est-ce que c'est grave? Tiens, l'entrepreneur, alors encore une fois, dans les petites entreprises, je dis, mais je ne pense pas qu'il y ait la CGT chez vous, ou même la CFDT, je ne sais pas, mais bon, bref. Votre regard là-dessus, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Parce qu'on a des syndicats quand même, pas tous, mais il y a quand même beaucoup de contestataires encore. Qui soit faible, ou à l'inverse, est-ce qu'il faudrait trouver un schéma qui fasse que les syndicats soient plus forts chez nous? Votre regard d'entrepreneur, Arnaud. En Allemagne, les syndicats sont forts et c'est une très bonne chose. En France, ils le sont de moins en moins et c'est une très bonne chose également, pour la bonne et simple raison que personne ne se reconnaît dans les syndicats aujourd'hui. Et les chiffres qui sortent là, très bien, la CFDT... Pas grand monde, on est quand même, quand ils font des défilés, il y a quand même 2-3 personnes. C'est un petit peu comme les élections à la mairie de Paris, c'est-à-dire qu'on se proclame vainqueur, mais sur une base de votants extrêmement faible. Et le fait que de moins en moins de personnes participent à ces élections nous montre bien qu'il y a un problème. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de syndicats, on a besoin de dialogue, on a besoin de représentants dans les entreprises. La question, c'est quelle forme est-ce que ça prend? Si les syndicats séduisent beaucoup moins aujourd'hui, c'est probablement parce qu'il y a un petit souci, voire même plusieurs. Alors, probablement des raisons de fond, des raisons de forme. D'un point de vue rapide, pour moi, les raisons de fond essentielles, c'est que les syndicats sont quand même marqués par un vocabulaire extrêmement marqué de lutte sociale. Et globalement, on reprend un héritage de l'affrontement entre le capital et le travail. Voilà, même entre le capital et le travail, il y a une philosophie clairement marxiste. Les syndicats sont nés à la fin du 19e et les grandes dates, c'est 1906, le Front populaire, 1968. Donc tout ça fait pas très jeune et pas très moderne. Il y a un deuxième paramètre qui, quand on discute avec des salariés, quels qu'ils soient, et rend la chose un petit peu complexe, c'est la gestion, le paritarisme. Qu'est-ce que ça vient faire avec ma vie de salarié en entreprise? Donc c'est peu préhensible, c'est vraiment éloigné des préoccupations quotidiennes des salariés. Et puis il y a ces questions également de décentralisation. Aujourd'hui, les discussions, la négo, elle se fait beaucoup au niveau de l'entreprise, moins au niveau de la branche, moins au niveau national. Donc ces grands paramètres-là sont vraiment des choses qui sont extrêmement importantes comme paramètres de fond. La société, toutes les enquêtes d'opinion penchent un petit peu plus à droite désormais, voire même beaucoup plus. Donc forcément, un discours très syndical, très dans la lutte et l'affrontement, et également quelque chose... Après, pour y avoir des syndicats de droite, il y en a dans la fonction publique, quand il y en a chez la police, par exemple, mais pas que. Absolument. C'est probable, c'est pas... j'en connais aucun. Et après, il y a peut-être... des syndicats dans le privé, il y en a, c'est pas la norme. Ouais. Il y a peut-être après des raisons
question de forme. Il faut s'identifier aux grands leaders. Les leaders syndicaux, aujourd'hui, il faut voir la forme de leur, enfin en tout cas les plus connus, les plus vindicatifs, la forme de leur expression n'est pas tout à fait conforme à défendre une vie bienveillante au sein de l'entreprise. L'entreprise n'est pas qu'un lieu où on souffre, c'est un lieu aussi où on passe du temps. Après, il ne faut pas mettre tout le monde tous les syndicats dans le même. Voilà, il y a les syndicats réformistes. C'est par hasard peut-être si la CFDT, qui est probablement le plus réformiste des syndicats représentatifs des salariés, est devenue en tête par rapport à ce que vous évoquiez. La faute à qui? On a eu l'argument d'Arnaud. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est un sujet? Est-ce que c'est un problème? Cette faible représentativité, est-ce que ça empêche les boîtes d'avancer, de tourner, la France d'être compétitive, ou pas? Est-ce que c'est un sujet? Oui. Est-ce que c'est grave? Je pense que ça dépend de à qui on pose la question. Je pense qu'il ne faut pas aussi sous-estimer l'effet aussi sociétal et technologique combiné. Par là, j'entends, un peu comme les partis politiques, les syndicats sont peut-être aussi des victimes collatérales de ce qu'on appelle très vulgairement la 4e révolution industrielle, qui nous a amené les plateformes et ces fameux outils qui nous permettent finalement de nous mobiliser beaucoup plus rapidement aujourd'hui que nos aînés. Voilà. Avec comme conséquence un certain individualisme qui évidemment n'est pas favorable au rassemblement syndical. Absolument. Individualisme et je dirais fragmentation des causes en quelque sorte. C'est beaucoup plus facile d'avoir une plateforme pour une cause aujourd'hui. Alors dans un certain nombre de pays européens, on est en train de le voir au niveau des partis politiques, avec l'émergence de partis monocauses. Là, c'est peut-être aussi ça qui est en train de se jouer du côté syndicat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que la lutte syndicale soit efficace, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un syndicat derrière nous ou est-ce qu'on a besoin d'un mouvement populaire, d'un mouvement en ligne et ce genre de choses? Je me demande aussi s'il n'y a pas un effet générationnel. Générationnel au sens où ces nouvelles générations que je croise assez souvent sur les bancs d'école et autre part, finalement, ils ont renoncé, je pense, pour la plupart, à s'acheter une maison telle que nous voulions nous acheter une maison. Ça ne fait plus forcément partie de leur rêve fondateur, en quelque sorte, de devenir adulte en achetant un bien immobilier. Commencer une famille peut-être, mais en tout cas, on voit bien qu'ils retardent cette décision encore et encore. Et j'imagine, je me demande s'ils n'arrivent pas sur le marché du travail avec des aspirations qui sont moins financières et plus en termes de valeur et qui vont regarder un certain nombre de choses parmi les pratiques de l'entreprise. Et d'ailleurs, ils peuvent se le permettre parce qu'ils n'ont pas les mêmes aspirations de valeur, de financières que par le passé. Si bien que dans ce contexte-là, d'un point de vue générationnel, peut-être que les syndicats... Ils ne se comprennent plus, quoi. Voilà. Mais on ne parle pas, parle pas le même langage. Donc, est-ce que c'est grave? Ça peut l'être si ça met à mal le dialogue social. D'un autre côté, je ne pense pas que nous, Français, pouvions célébrer la très très grande qualité de notre dialogue social jusqu'à maintenant. Il nous a souvent menés dans des impasses, mais je pense que là aussi c'est une histoire de comment est-ce qu'on arrive à se réinventer et comment est-ce qu'on arrive à réinventer nos approches. Par rapport à cette chute de la participation, cette chute de la représentativité des syndicats, l'édito des Échos ce matin s'appelait Syndicats de points tous perdants. Disait ce qu'on est en train de dire, illustrer la faiblesse des syndicats, insistait sur la crise sanitaire et économique, disant que les syndicats ont été mis au défi. Globalement, les entreprises ont bien réagi. Je crois que le dialogue social, tout le monde l'a dit, c'est quand même, au niveau de l'entreprise, c'est quand même bien passé. L'adaptation à la crise sanitaire, les nouveaux modes de travail, évidemment, le télétravail, c'est jamais le monde des bisounours, mais globalement, ça a bien bougé, ça a bien réagi, ça a été souligné par tout le monde. Est-ce que les pouvoirs publics, l'exécutif ont suffisamment mis les syndicats dans la boucle, ou est-ce que, là encore, c'est pas forcément très grave, c'était peut-être pas le moment, c'était peut-être pas la façon de faire. On a l'impression qu'ils sont de temps en temps concernés, mais comme sur tous les sujets, finalement, ils sont consultés. Mais puis après, l'exécutif décide tout seul, quoi. Oui, vous avez raison, Guillaume, ils sont consultés, mais avec une feuille de route qui est écrite en avance. Pas trop d'âge, je pense que c'est pas mieux des deux côtés. Non, mais c'est exactement ça. J'ai presque envie de dire c'est dommage. D'un autre point de vue, la posture essentiellement revendicatrice des syndicats n'aurait amené que plus de contraintes.
Très sincèrement, quand vous avez des directives du ministère du Travail qui, du jour au lendemain, vous obligent à réorganiser complètement vos locaux, mettre en place des jauges, etc. Et même là, pour la reprise du travail en présentiel, on parle de mettre des capteurs de CO2 et tout un tas de choses. Vous n'avez pas le temps de faire un grand débat interne. Il faut se rendre compte quand même dans quel monde on vit dans l'entreprise au quotidien. Et c'est vrai que la séparation entre le politique et les autorités syndicales et ce qui se passe vraiment dans les boîtes aujourd'hui, et vraiment ce manque de porosité est quelque chose d'assez critique. Je reviens, on parlait de Joe Biden tout à l'heure. Il y a aussi un sujet aux États-Unis. Joe Biden, il a pris position, il a dit les syndicats, c'est super, n'a pas assez. C'est le même phénomène, hein. Il y a de moins en moins de syndiqués aux États-Unis. Voilà. Il y a même eu un référendum interne dans un entrepôt d'Amazon, c'est dans l'Arkansas ou dans l'Alabama, je crois plutôt, extrêmement médiatisé, avec une campagne intense des deux côtés. Du côté de la direction d'Amazon, ils disaient non, c'est pas la peine de se syndiquer. Du côté des syndicats qui disaient oui, vous avez intérêt à vous syndiquer. Les salariés, entrepôts, hein, donc pas des cadres confortablement installés et payés de la Silicon Valley, hein, un entrepôt de l'Alabama, ils ont voté non. Alors, adhérer à un syndicat, c'est un petit coup, hein, il faut payer la cotisation aussi, hein, donc il faut intégrer ça. Là encore, c'est quelque chose qu'on peut généraliser partout, cette espèce de mouvement. Le parallèle est intéressant en tous les cas, parce que ce que vous décrivez là aux États-Unis comme en France, c'est un problème de représentativité. Donc aux États-Unis, on a eu une crise politique avec l'élection de Donald Trump, pas parce que forcément c'était Donald Trump qui représentait la crise politique, mais parce que c'était une véritable rupture dans les attentes. En France, on a eu les Gilets jaunes, et c'est là aussi un parallèle, un pont à construire, puisque ça aussi, c'était une question de représentativité. C'est-à-dire, on a souvent parlé de la fracture géographique. On s'occupe pas de nous, on nous laisse tomber, etc. Absolument, exactement, versus la province, absolument. Et finalement, qu'on amène les syndicats dans ce débat, ce n'est pas si surprenant que cela aux États-Unis, où il y a une véritable crise de la représentativité. On se demande comment est-ce qu'on arrive à donner la voix à ces grands perdants de la mondialisation, qui décident en plus du destin politique du pays, puisque les grands perdants de la mondialisation, ils sont surtout concentrés dans le Wisconsin, dans le Michigan et en Pennsylvanie, les trois États qui ont fait basculer la balance en 2016 pour Trump, et encore une fois, la balance pour Biden en 2020. Donc, ils ont une voix. Et donc, que Biden dise cela, c'est cette idée de dire comment est-ce qu'on arrive à leur redonner une voix, eux qui ont cru que les dés étaient pipés. Historiquement, le Parti démocrate était très proche des grands syndicats américains. Absolument. C'était le principal financement. Enfin, je veux dire, c'est l'histoire du syndicalisme américain et très, très, très accolée au celle du Parti démocrate. Absolument, absolument. Donc il y avait un intérêt aussi de chapelle, entre guillemets. Alors la question, c'est est-ce que c'est le monde de demain ou le monde d'hier, hein, y compris du point de vue des démocrates. Mais que ça soit aux États-Unis ou en France, cette émergence, elle a eu lieu dans un moment de bouillonnement politique, de débat politique. Mais je me demande, et encore une fois, je n'ai absolument aucun avis tranché sur la question, est-ce que ça peut résister au choc intérieur domestique que cette pandémie a représenté. Et Arnaud décrivait très très bien qu'est-ce que ça veut dire en matière de réorganisation du travail au jour le jour dans le bureau. Est-ce que finalement c'est la voix syndicale qui est le véritable partenaire de l'entreprise? Et peut-être que les Allemands auront une réponse différente des Français, qui sera probablement très différente de celle outre-Atlantique. Et ça, c'est véritablement un débat qui joue aujourd'hui. Bon, il y a quand même des représentants des salariés chez vous, dans votre boîte, Arnaud. J'allais en arriver là. C'est que les syndicats se préoccupent de sujets qui sont rarement liés à la démocratie en entreprise. Et on a besoin de représentants, on a besoin de démocratie en entreprise. On a besoin d'interlocuteurs, on a besoin de dialogue. Voilà, la crise du syndicalisme vient aussi provoquer une crise des vocations quand il y a des élections professionnelles, simplement pour se présenter en tant que délégué du personnel. Chez nous, il y a des élections et il y a un PV de carence parce que personne ne se présente. Donc, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Moi, je ne peux pas répondre oui à cette question-là, parce que il y a des instances qui sont prévues pour fonctionner avec des représentations, avec des représentants du personnel. Et des exemples très concrets, vous ne pouvez pas mettre en place un accord d'intéressement ou modifier un accord d'intéressement dans votre entreprise si vous n'avez pas de représentants du personnel. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire, mais à condition de faire signer la majorité des 2/3 des salariés. Donc tout de suite, il y a des processus pour lesquels, étonnamment, c'est plus compliqué de n'avoir personne en face de soi. Et encore une fois, la démocratie
vie sociale, la discussion, ce n'est pas l'affrontement. Évidemment, il y a toujours quelqu'un qui décide, c'est l'entreprise, c'est le budget dont elle dispose, c'est les gens qui sont à sa tête. Mais encore une fois, pour revenir au propos du début, c'est pas Germinal, c'est plus l'affrontement, c'est pas Karl Marx, le capital, le travail, c'est des gens qui sont ensemble pour un objectif commun et en tirer les fruits. Certains un salaire, d'autres un dividende, quelques-uns les deux, parce que l'actionnariat salarié également concerne de plus en plus de monde dans l'entreprise. Et c'est probablement pour ça que ces formes sociales traditionnelles de représentation concernent de moins en moins l'entreprise et de moins en moins les salariés en France. À suivre, on n'attendra peut-être pas 4 ans le prochain cycle d'élection pour reparler du sujet. Allez, il nous reste à peine 5 minutes, 2 petits sujets pour terminer l'émission. L'after donc, un ou deux petits sujets pour terminer. Tiens, on n'avait pas préparé les vaccins depuis longtemps. Aujourd'hui, jeudi, Sanofi a annoncé le recrutement de plus de 35 000 volontaires dans plusieurs pays pour les essais de phase 3 de son sérum, de son vaccin, qui donc va être développé pour cette partie test conjointement avec le britannique GSK, GlaxoSmithKline. Objectif, un vaccin opérationnel dans les épaules, fin 2021, enfin en tout cas une homologation. En termes de... Alors on ne va pas revenir sur l'histoire de Sanofi. En termes d'image, pour la boîte, est-ce que ce raté, est-ce que c'est là? On a vu les résultats de Sanofi. Sanofi a plein d'autres activités, plein d'autres vaccins qui marchent bien. C'est une boîte qui marche très bien. Est-ce que voilà, est-ce que c'est trop tard? Et est-ce que en termes d'image, ce sera un problème ou est-ce que ce sera totalement oublié selon vous d'ici, j'en sais rien, 18 mois, 3 ans, Arnaud? Pas simple ce sujet, c'est évidemment un sujet de moquerie. Arriver 1 an après tout le monde sur ces phases cliniques est évidemment un problème. La part des pays qui concentrent le plus de population vaccinée est très faible. Du coup, en termes marché, j'ose espérer que pour Sanofi, il y a des débouchés très importants. Et surtout s'il faut demain se vacciner tous les ans, c'est 8 milliards de personnes. J'ai aucun doute là-dessus. Après, ce que ça veut bien dire, au-delà de ce qu'on a pu entendre sur le déclassement français, etc. Je ne rentre pas dans ces polémiques-là. C'est une entreprise technologique, elle doit être en état permanent d'innover. Parfois, elle se rate. Avoir les meilleurs cerveaux, avoir les meilleurs process, les meilleurs outils de production, c'est une science constante qui s'entretient. C'est une compétition mondiale. On l'a vu. Sanofi est une très grande entreprise. Cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'à l'intérieur, ils doivent s'interroger sur les raisons intrinsèques pour faire mieux plus tard. Et j'ose espérer qu'ils arriveront avec un petit plus technologique sur leur produits, sur leur vaccin, peut-être une résistance à des variants futurs, peut-être un spectre de vaccination plus large. Seule dose moins chère qu'on peut conserver dans toutes les situations. Votre sentiment, Jérémy? Alors c'est vrai qu'à une époque on se moquait, vous avez dit moquerie, il y avait notamment tous les pays du Conseil de sécurité avaient un vaccin sauf nous. On a vu que le vaccin chinois, il est sorti très tôt, mais il n'a pas l'air extrêmement efficace. On l'a vu au Chili. C'est rattrapable pour Sanofi? Oui, et je souscris sans réserve à ce qu'Arnaud a dit, un plus technologique ou peut-être même un plus politique, parce qu'on sait que toute une partie du globe n'est pas vaccinée, je pense notamment à l'Afrique. Cette pandémie nous a appris que les virus ne connaissaient pas de frontières, pardon pour le cliché, mais je pense que c'est important. Et politiquement, si aujourd'hui la France, et il y avait une volonté politique entre Sanofi et la France d'aller apporter ce vaccin en Afrique s'il était efficace, je pense que ça permettra à Sanofi de marquer des points politiques, et même en matière de sécurité sanitaire, c'est important parce que là, encore une fois, pour se protéger soi-même, il faut aussi aider ces pays en développement à se protéger eux-mêmes aussi. Donc peut-être qu'il y a une porte de sortie qui est technologique mais aussi politique. Oui, et puis en termes de capacité de production, c'est bien que voilà, tous les gros acteurs du monde soient en capacité de faire tourner leurs usines, même si Sanofi va produire aussi le vaccin des autres. C'est ce qui avait été dealé il y a quelques mois. Je ne sais pas exactement où ils en sont. Merci messieurs. Allez, pour terminer, on n'aura pas le temps de le commenter. Regardez cette belle photo, c'est le futur TGV. Le ministre des Transports, monsieur Djebbari, nous l'a présenté parallèlement à la SNCF sur scooter moins polluant, moins énergivore, plus spacieux, accessible au PMR sans aide. Donc ça, c'est les personnes à mobilité réduite. C'est le TGV du futur, dévoile aujourd'hui sur les rails. 2024, il faut entendre encore un petit peu avant de prendre ce nouveau TGV. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés. Merci à vous. On se retrouve demain soir, même heure, même adresse sur Bismart. À demain.